Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Après toutes les interviews fort intéressantes avec l'observateur international qui a travaillé pour l'SCE, Benoît Paré, qui a été en Ukraine, qui nous a parlé donc de son expérience de terrain, qui nous l'a partagé en détail, qui nous a parlé des accords de Minsk et des gros problèmes que l'on avait sur les accords de Minsk. Je voulais qu'on revienne sur un sujet bien particulier qui s'appelle la ville de Odessa. Cette ville est importante en Ukraine. C'est un point focal. Et aujourd'hui, on entend sur les plateaux mainstream que Odessa, que les Russes veulent aller prendre Odessa, etc. Et Benoît Paré, que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises, a été stationné. Il a été en mission à Odessa. Et je pense que il y a rien, il y a aucune autre personne mieux que lui qui est capable de nous expliquer ce que veut dire Odessa, les enjeux d'Odessa. Bonjour Benoît et merci une nouvelle fois de venir chez François pour nous parler. Alors, Odessa, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les Français Rebonjour, devraient savoir? rebonjour et merci encore de m'inviter. Alors Odessa, pendant ma première interview, j'ai oublié de vous dire que ma dernière mission en Ukraine était à Odessa. J'ai été déployé là-bas en décembre 2021 parce que je suis retourné dans la mission spéciale observation en Ukraine et je m'attendais à ce qu'on me renvoie dans le Donbass parce que normalement ils envoyaient tous les nouveaux dans le Donbass et là j'étais considéré comme un nouveau même si j'avais 88 mois d'expérience et on m'a envoyé là-bas. Ok, je vis très bien. Moi, ça me m'allait parce que j'avais déjà visité Odessa en 2017 en tant que touriste au mois de juillet et j'étais tombé amoureux de cette ville. Euh, c'est une ville qui a un charme très particulier en fait et qui me faisait penser un peu à Paris d'une certaine manière au niveau de l'architecture de certains immeubles ou peut-être au niveau de l'atmosphère. C'est assez difficile à définir. Et il paraît qu'il y a beaucoup de Français en fait qui tombent amoureux d'Odessa bizarrement. Je sais pas, il y a quelque chose de mystérieux par rapport à cette ville. Et donc, j'avais passé 2 jours à quadriller la ville et je m'étais dit, putain, si un jour j'ai l'occasion de travailler là, ça serait vraiment super. Mais je n'osais pas y croire. Et il se trouve que, bon, on m'a fait ce cadeau quand je suis retourné dans la mission. Et donc, quand je suis arrivé en décembre 2021, mon chef était américain sur place. Et en plus, il me dit, bah écoute, voilà, j'ai 4 postes à pourvoir, tu choisis ce que tu veux. Et là, j'ai vu qu'il y avait le poste de, alors on dit officer en anglais, mais donc on dirait la personne en charge des affaires politiques. Voilà. Donc j'ai choisi ce poste-là. Il se trouve que les affaires politiques me passionnaient et que je m'en étais occupé brièvement au début de ma mission à Kramatorsk, avant que le dossier soit donné à quelqu'un d'autre. Et donc là, je revenais aux origines de mes passions, les affaires politiques à Odessa. Et donc j'ai commencé à, à prendre ce job au sérieux. Euh, et je me suis fait un planning de tous les gens que je voulais rencontrer. Et j'ai commencé par le Parlement régional d'Odessa. Et il y avait 7 partis politiques représentés au Parlement, et je me suis dit, je vais rencontrer les leaders des 7 partis politiques. Et après, je vais faire la même chose au niveau du conseil municipal d'Odessa. Sauf que bon, j'ai attrapé le Covid, donc ça m'a un peu retardé dans mes plans. Et une fois que bon, j'étais rétabli, bah, j'ai pu me lancer dans tout ça. Et en même temps, parallèlement, tout le monde parlait dans les médias de la montée de tension avec la Russie. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, je vais en parler à mes interlocuteurs, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Et donc, à chacun, je leur posais les mêmes questions, les représentants de tous les partis. Est-ce que vous pensez que la Russie va attaquer? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et je posais d'autres questions aussi sur le statut de la langue russe, sur toutes les lois qu'il y avait en cours à ce moment-là en Ukraine pour limiter l'usage de la langue russe. Alors, dans une région russophone comme Odessa, comment c'était perçu, etc. J'ai discuté aussi avec mes collègues qui traitaient des mêmes questions. Il y en avait un qui s'occupait des médias, il y en avait un autre qui s'occupait des minorités. Et donc, je me nourrissais de tout ça. Il y en a un autre qui s'occupait des affaires juridiques, un autre qui s'occupait des rapports avec la police. Donc, on avait des réunions ensemble et je me nourrissais de tout ce que mes collègues, en fait, apportaient comme information pour comprendre la situation, ce qui se passait. Et je parlais aussi avec le staff local, les interprètes, les gens du coin. Et même après, même quand je sortais dans la ville, j'essayais de rencontrer des gens pour discuter avec eux, euh,
pour voir comment eux, ils vivaient la situation de guerre dans le Donbass. Est-ce qu'ils craignent une guerre imminente avec la Russie ou pas? Voilà, donc je me suis vraiment nourri de tous les côtés que je pouvais. Euh, et et aujourd'hui, en fait, j'ai compris en fait à ce moment-là que l'âme russe vivait toujours à Odessa. Je me souviens d'une discussion avec une personne, alors je vais pas dire qui, mais cette personne allait régulièrement à des réunions comment on appelle ça, poetry reading, on dirait en anglais, donc de lecture de poésie. Et il y avait un de mes collègues qui l'avait accompagné cette personne à ces réunions de lecture de poésie. Et il récitait des poèmes russes, de la littérature russe, etc. Il me disait, mais les gens étaient en pleurs dans la salle. Il disait, et la personne qu'on connaissait tous les deux me disait, elle était en larmes quand elle allait à ces réunions où on lisait des poèmes russes. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que l'âme russe. Donc l'âme russe vit toujours à Odessa. En tout cas, elle vivait toujours à Odessa à ce moment-là. Euh, et, Et alors, vous avez aussi des portraits de Pouchkine, enfin, un buste de Pouchkine aussi qui est bien connu sur place. Vous avez évidemment une statue de Catherine II qui a fondé la ville. La ville a été fondée par les Russes. Tous les beaux immeubles, en fait, qui charment les Français dans la ville ont été construits à l'époque du règne russe, qui a duré 130 ans, 120 ans sur place. Et il faut savoir aussi que la personne qui a contribué largement au dessin de la ville, c'est un Français qui s'appelait Richelieu. Alors pas le cardinal de Richelieu, mais c'était un autre Richelieu, dont on a une statue aussi à Odessa, et c'est lui qui a contribué à dessiner la ville. Et c'est peut-être pour ça que les Français trouvent un charme particulier à cette ville, parce que ça a été conçu pour une large part par un Français. Euh, bref. Et alors maintenant, je parle des événements de 2014. En 2014, il y a eu ce massacre, le massacre d'Odessa, le 2 mai 2014, à la maison des syndicats. Alors, je vais pas rentrer dans le détail. Si les gens veulent comprendre ce qui s'est passé, la meilleure chose à voir, c'est le film de Paul Moreira, Les masques de la Révolution. J'ai montré ce film à une des interprètes avec qui je travaillais, qui était elle, qui avait vu ça, qui avait vécu ça sur place à l'époque, donc qui est de la ville, qui est née là-bas, qui a toute sa famille là-bas. Et elle m'a dit, c'est le meilleur résumé des événements du 2 mai 2014 que j'ai vu de ma vie. Donc le reportage de Paul Moreira. Donc pour moi, ok, c'était validé. Donc je conseille aux gens de regarder ce reportage pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, Euh, je précise quand même, Benoît Paret, que sur ce documentaire, il y a Le Monde qui en 2016 disait que Paul Moreira donne une vision déformée du conflit ukrainien. Donc, on a parlé dans d'autres interviews la notion des médias. Vous disiez vous-même qu'il fallait se faire attention à ce qu'on lisait sur les médias. Donc voilà ce qu'on pouvait lire en 2016, le 27 janvier 2016, sur ce film. Je pense que c'est important quand même de le préciser parce que vous, de votre point de vue, c'est quelque chose qui est une bonne représentation, mais dans les médias, on lit que c'est une autre représentation. oui, alors je me souviens en effet qu'il a été très critiqué parce que bon, j'en ai déjà parlé l'autre jour, mais les médias occidentaux nous vendent un narratif depuis le début. Et donc le film de Paul Moreira allait contre ce narratif. Donc il fallait le détruire, il fallait le décrédibiliser et l'attaquer, même si c'était totalement injuste en l'occurrence. Et moi, ce que pense tel ou tel grand journal de France sur la situation en Ukraine, je peux vous dire que je m'en contrefous au jour d'aujourd'hui, parce que je sais comment ils influencent les gens, et non pas sur la base de la vérité, mais sur la base d'un narratif. Et donc, moi, ce que me disait mon interprète, ça avait bien plus de valeur que peut dire tel journaliste français qui est venu 2 fois 2 semaines dans sa vie en Ukraine. Vous voyez. Donc, alors, peut-être que je caricature un peu, mais bon, c'est le fond de ma pensée. Et vous voyez, je suis même un peu en colère, tellement le dénigrement systématique qu'ont connu les gens qui disaient la vérité, tellement ça me choque en fait profondément. Euh, et donc moi-même j'étais en colère parce que je me souviens qu'à l'époque des événements, quand je regardais les médias français, je comprenais pas ce qui s'était passé. Je me disais mais je comprends pas qui a massacré qui, pourquoi. J'étais incapable de comprendre ce qui s'était passé à l'époque. Et c'est le film de Paul Moreira qui m'a ouvert les yeux. C'est pour ça que je tiens vraiment à lui rendre hommage quoi. Et encore une fois, la personne en qui j'avais le plus confiance dans mon bureau, qui était une de mes interprètes, m'a dit que c'était le meilleur reportage sur le sujet. Bref, alors après, il y a une historique derrière tout ça. Il y a eu des procès, comme il y a dans le Donbass, sur cette affaire du 2 mai.
Il faut savoir que le principal suspect qui a été accusé de meurtre, qui était un nationaliste ukrainien, dont j'ai le nom, qui s'appelait Sergei Kodiak. En fait, on dit Kodiak en russe. Cette personne, alors qu'il était accusé de meurtre, n'a jamais été mis en détention provisoire. Et à un moment donné, de ce qu'on m'a raconté, mes collègues m'ont raconté, en pleine audience, il y a ses amis nationalistes qui sont venus le chercher pendant l'audience pour dire, de toute façon, ce tribunal, on ne le reconnaît pas, c'est un faux procès, Sergueï Krodiak est un héros de l'Ukraine, et ils l'ont pris, manu militari, pour l'extraire du tribunal, et de ce qu'on m'en a dit, la police ne se serait pas opposée à eux, et ils seraient sortis avec l'accusé, et le procès n'aurait jamais repris. Voilà ce qu'on m'a raconté sur cette affaire. Et le fait est que le 20 février 2022, donc 4 jours avant le démarrage de la fameuse opération militaire spéciale russe, je monitorais une réunion des nationalistes ukrainiens avec une interprète à Odessa. Et le but, c'était de dire, en gros, Poutine, tu ne fais pas peur. Nous sommes les nationalistes ukrainiens d'Odessa. Et il y a tout un tas de slogans hostiles à la Russie, hostiles à Poutine. Je ne veux pas entrer dans le détail. Et tous les groupuscules nationalistes connus de la place d'Odessa étaient réunis. Et à un moment donné, il y avait aussi un député qu'on voit beaucoup à la télévision maintenant, Goncharenko, député d'Odessa, qui faisait partie de la manifestation. On le voit à la télé française, hein, ce Goncharenko. Donc il était présent à ce moment-là. Et à un moment donné, mon interprète me dit, Benoît, regarde à côté, regarde derrière moi, à côté de la moto, là, c'est Sergueï Kodiak. C'est le type accusé de meurtre de mai 2014, dont le procès n'a jamais repris et qui vit en toute liberté, il fait ce qu'il veut. Il était à une manifestation où il y avait des milliers de gens, il y avait des journalistes, des policiers, et puis bah, personne ne fait attention, c'est normal. Il est accusé de meurtre, mais il vit comme tout le monde. Bon, et je sentais que mon interprète était choqué par ça. Euh, mais bon, elle le disait pas parce que savait qu'il y avait un devoir de réserve. Euh, et bon, et moi aussi, ça m'a interpellé, cette affaire. Et il se trouve que dans un de ses discours, alors il a fait plusieurs discours après, donc je ne me souviens plus exactement lequel, mais Poutine a fait référence au fait que les assassins d'Odessa étaient toujours en liberté. Et là, j'ai repensé à Sergei Kodiak, vous voyez, qui vit toujours là-bas. Et donc, et là, le fait que Poutine en parle, je me suis dit, c'est important pour les Russes, ce qui s'est passé à Odessa le 2 mai 2014. Et je pense que ça les a marqués. Et donc, c'est pour ça qu'Odessa a une importance particulière. C'est pas seulement une ville qui a été créée par Catherine II de Russie, une ville dans laquelle je disais qu'il y a toujours l'âme russe qui vit, en tout cas dans une bonne partie de la population, mais il y a aussi un traumatisme initial d'un massacre contre des civils pro-russes qui n'a jamais été puni par l'Ukraine. Et donc ça, il y a une injustice fondamentale qui est choquante. Et quelque part, je pense que les Russes ont une envie de revanche historique là-dessus, euh, pour reprendre la ville éventuellement, pour que justice soit faite. Je pense qu'ils ont ça à l'esprit. Il n'y a pas que ça, mais je pense qu'ils ont ça à l'esprit. Donc il y a une importance particulière. Donc ça, c'est important. Parce que ce que vous Donc êtes en maintenant, train de dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Odessa, au-delà de sa positionnement, de son position géostratégique, de ses ports en fait, qui donnent une ouverture, il y a aussi quelque chose de culturel. Mais aussi il y a de politique en fait, donc il y a tous les éléments, il y a le géographique, l'économique, le politique, le culturel, qui fait que d'après vous, la Russie pourrait avoir une velléité d'aller jusqu'à Odessa et de prendre Odessa. C'est d'ailleurs ce que craignent beaucoup d'observateurs internationaux sur les plateaux de télévision, hum, puisque hum, on parle très souvent ouais. du pont de Crimée, on parle de la ville d'Odessa. Tout à l'heure dans une autre interview, vous étiez en train de nous parler d'une ville qui avait fait l'objet d'intenses combats sur la ligne de front et que les Russes avaient voulu la reprendre. Donc là, il y aurait, c'est pour marquer son territoire, on va dire quelque part. Oui, je pense que vous faites allusion à Debaltseve avant, Des belles CV, bataille de exactement. 2015. Euh, Disons que oui, alors il n'y a pas que ça, hein, mais bien souvent, quand une grande décision d'importance est prise par un État, il
il n'y a pas qu'une raison, il y a une multitude de raisons. Par exemple, l'invasion américaine de l'Irak en 2003, je pense qu'il y a une multitude de raisons, il n'y en a pas qu'une. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, je pense pour les Russes s'emparer d'Odessa, ils ont plusieurs raisons de le faire. Donc, il y a celle que j'ai dite, mais il y a aussi celle à laquelle vous avez fait allusion, c'est que c'est un port, un grand port, et que c'est pour l'Ukraine un accès à la mer aussi. Et donc, quelque part, si les Russes s'en emparaient, ils auraient un gros moyen de pression sur l'Ukraine pour négocier, par exemple. Vous voyez? Euh, Et ça doit faire partie aussi des critères. Et je pense qu'au début, visiblement, les Russes ont essayé de s'emparer d'Odessa au début de leur opération, sauf ils ont essayé de traverser la rivière qui passe par Nikolaïev, dont j'oublie le nom, le bourg méridional, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont longé cette rivière. Alors il y avait un premier pont qui avait été détruit de mémoire, et ils ont poursuivi leur trajet jusqu'à trouver un autre pont, mais entre-temps, ils se sont fait détruire et ils n'ont jamais recommencé. Mais pour moi, ils cherchaient clairement à passer cette rivière pour ensuite foncer sur Odessa. Et donc, bon, ils n'ont pas réussi la première fois, mais il est probable qu'ils réessayent. Enfin bon, on verra bien. Mais en tout cas, on peut penser que ça va être probablement un de leurs objectifs s'ils en ont les moyens. Alors au-delà de ça, maintenant, on se place dans le contexte d'aujourd'hui, on va dire. Ah, pardon, je voulais juste revenir sur un point de détail. Quand je disais que Sergueï Kodiak était en liberté, les manifestants pro-russes qui ont été inculpés dans le cas des échauffourées qu'il y a eu à l'époque, eux, ils ont tous été mis en prison, en détention préventive. Comme tous les gens en Donbass, dont j'ai suivi les procès, tous les gens en Donbass qui étaient inculpés pour des faits de séparatisme ou liés, ont tous été mis en détention provisoire. Et pour beaucoup, brutalement, avec violence. Hein. Beaucoup ont été torturés au moment de leur arrestation ou juste après. En tout cas, c'était ce qu'ils nous disaient et c'est ce qu'ils disaient dans les tribunaux. Et donc là, à Odessa, bah, même chose. Tous les gens qui sont suspectés d'être pro-russes, on les met d'emblée en prison avant le jugement. Et puis après, on verra. Alors que quand un type est accusé de meurtre, mais il est pro-ukrainien, il reste en liberté. Vous voyez, le deux poids, deux mesures. Et ça, des situations comme ça, j'en ai vécu d'autres dans le Donbass, en fait. Hein. Mais bon, ça prendra trop de temps d'en parler. Donc revenons à Odessa. Euh, Là, aujourd'hui, la France, enfin, on sait que le président Macron a dit je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Et ça m'a rappelé ce que m'a dit un de mes amis. Il m'a dit très tôt, en 2022, il m'a dit l'OTAN ne laissera jamais les Russes prendre Odessa. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de connexions. Et il m'a dit tu verras, l'OTAN ne laissera jamais les Russes prendre Odessa. Ok, puis ça m'était resté en un coin de la tête. Et puis là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, on a notre président qui dit de toute façon, je dois envoyer des mecs à Odessa. On ne va pas laisser les Russes prendre Odessa. Et le problème, c'est comme dit Scott Ritter dans une de ses dernières interventions, c'est que à partir du moment où on va déployer des troupes officiellement sur place, on rentre dans un engrenage dont on ne sait pas comment il va s'arrêter. Et quand on rentre dans un engrenage avec une puissance nucléaire, c'est extrêmement dangereux. Donc, ce que vous Et êtes en train moi, de dire, franchement, Benoît Paré, c'est que ouais, quand vous entendez le président dire qu'il faut envoyer des troupes à Odessa, vous vous posez la question, est-ce que le président sait stratégiquement ce que veut dire Odessa pour les Russes, ce que son interprétation, et donc que là, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase? disons, moi, on peut penser que déjà la façon dont il le dit, on a l'impression que c'est pas sa décision, et c'est une décision qu'on lui demande de prendre, d'envoyer des mecs à Odessa. Et à qui ça bénéficie? Bon, il y a d'autres gens qui l'ont dit, hein, euh, notamment euh, Robert Kennedy Jr., qui a fait une vidéo il y a quelque temps où il a défini l'influence de BlackRock sur la politique américaine en Ukraine. Alors bon, si je rentre dans les détails, ça va être un peu fastidieux, mais BlackRock possède des parts dans toutes les sociétés américaines qui se sont emparées des terres agricoles américaines, pardon, ukrainiennes. Et pour exporter ce blé, on dit ukrainien, mais qui est en fait américain, eh ben, il fallait garder le contrôle du port d'Odessa. Vous voyez? Et donc, c'est crucial pour BlackRock de garder le contrôle du port d'Odessa pour pouvoir exporter son blé. Donc, quelque part, on a l'impression que notre président se fait le VRP des intérêts de BlackRock. Euh, donc, voilà. Moi, je crains que la raison de fond, elle soit là, de notre engagement.
Mais c'est là on peut se poser la question, mais quel est l'intérêt de la France là-dedans? Pourquoi on devrait défendre les intérêts de nos sociétés américaines privées en Ukraine? En quoi ça nous concerne directement? Vous voyez? Mais en tout cas, c'est une mission qui, si elle se fait, est très dangereuse, selon moi. D'ailleurs, on a vu Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, qui a dit clairement à un journaliste français sur un média bien connu, qui a dit, écoutez, c'est les Français, la France envoie des soldats officiellement en Ukraine, on les tuera tous. On s'en fout de Macron, on les tuera tous. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est du bluff. Hein. On entend ça sur tous les plateaux de télévision français. Oui, mais les Russes bluffent, ils n'ouvront pas, blablabla. Sauf que Scott Ritter, ce qu'il nous a dit dans une de ses dernières vidéos, il a travaillé avec les Russes. Il a travaillé sur le désarmement à l'époque de la guerre froide pendant plusieurs années avec les Russes. Et il a dit dans sa vidéo, je connais les Russes. Ce ne sont pas des gens qui bluffent. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Donc, euh, il a enchaîné en disant, à partir du moment où la France ou un autre pays de longtemps envoie des troupes officiellement sur le territoire ukrainien, on rentre dans un engrenage et c'est l'engrenage vers la Troisième Guerre mondiale. Et ça, faut bien que les gens comprennent, quoi. Hein. Y compris les militaires qui seraient amenés à être envoyés là-bas. Euh, moi, je suis effrayé par toute la propagande de haine qu'on entend pour justifier qu'on s'investisse dans ce conflit jusqu'à risquer de provoquer une guerre. Euh, alors que, bon, il y aura d'autres moyens de gérer tout ça. Pourquoi est-ce que plus personne ne parle de négociations aujourd'hui? Plus personne en Occident. On sait que Boris Johnson a été envoyé à Kiev en avril 2022 pour torpiller les négociations qui avaient lieu en Turquie entre Russes et Ukrainiens. Maintenant, c'est notoire, c'est reconnu par plein de gens, y compris le chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada, c'est-à-dire au Parlement ukrainien. Lui-même l'a reconnu. Et depuis, on s'enfonce dans une spirale vers la guerre totale et on ne voit pas où ça s'arrête parce que plus personne ne veut négocier. Donc moi, je suis effrayé par ça et je voulais saisir l'occasion bah, de parler de cette affaire pour que les gens prennent conscience des risques énormes qu'il y a. Et de parler Alors un surtout autre aspect aussi, que Odessa, pardon? comme je dis, et de parler surtout que Odessa, c'est une ville que vous connaissez, vous y avez travaillé en tant que fonctionnaire international, vous avez pu voir et donc vous avez pu ressentir ce que nous ne voyons qu'au travers d'images interprétées sur les plateaux de télévision comme étant un point géostratégique. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a beaucoup plus que ça et qu'il faut faire attention, que ce ne soit pas la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, de ranimer ou de remettre de l'huile sur le feu. En tout cas, il y a un véritable enjeu. Odessa est un point clé et peut-être le point clé dans le cadre de ce conflit. Et que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à un moment ou à un autre, eh bien, il faut reprendre langue, reprendre la diplomatie, parce que sinon, ça peut s'envenimer à un point qui est inconcevable, inimaginable, si on a le bien-être de nos concitoyens comme on devrait l'avoir. On rappelle quand même que l'ONU a été créée pour garantir une situation de paix pérenne, pour que les gens puissent vivre en paix. Et donc ici, on a des pays de l'ONU qui sont en désaccord presque avec la situation, avec les accords de, je crois que c'est 1958 euh, au niveau de l'ONU et ça pose un réel problème. En tout cas, Benoît Paré, merci beaucoup de nous expliquer tout cela. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur François. Peut-être le mot de la fin? Oui, un petit détail. Récemment, j'ai vu deux vidéos qui émanent d'Odessa, qui sont aussi importantes à avoir à l'esprit. Il y a eu un groupe de gens cagoulés et armés qui se disaient des partisans pro-russes d'Odessa. Il y a une semaine ou deux, j'ai vu ça, en disant qu'ils allaient commencer à faire parler d'eux. Donc, si l'armée française se déploie, à mon avis, ils vont avoir affaire à ces gens-là. Et par ailleurs, j'ai aussi vu une interview d'un représentant gouvernemental ukrainien qui lui-même disait que dans la région d'Odessa, ils ont déjà fiché 5000 personnes comme pro-russes. Et ils en ont arrêté 250. Vous voyez? Donc, alors, s'ils en ont fiché 500,
Alors, ça, connaissant l'environnement, c'est-à-dire que les gens qui sont pro-russes là-bas font profil bas. Hein. Parce que quand on sait ce qui s'est passé le 2 mai 2014, faut vous dire, ça, personne ne se revendique ouvertement comme pro-russe, ou c'est exceptionnel, parce que les gens ont peur. Et donc, que les gens sont forcément discrets. Donc, ils arrivent à identifier, malgré la discrétion que les gens adoptent, 5000 personnes comme pro-russes, c'est-à-dire ils vont probablement entamer des procédures judiciaires contre eux au fur et à mesure. Bah, c'est aussi un signe qu'il y a quand même beaucoup de gens qui restent pro-russes là-bas. Et ça, je le savais de mes collègues aussi. Donc, à quoi ça rime pour nous d'aller comment dire, aller en interposition sur place? Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'on a à faire là-bas. Voilà, c'était la dernière précision que je voulais apporter. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Paret. Je précise, j'ai fait un lapsus, j'ai parlé de 1958, c'est la Constitution française. L'ONU, c'est bien 1945 et la ratification des droits de l'homme en 1946, ce qui fait que on est tous signataires de ces accords qui nous engagent dans la paix plutôt que de nous engager dans la guerre. Il serait temps de s'en rappeler. En tout cas, merci beaucoup, Benoît Paret, de nous avoir donné ces précisions et votre interprétation sur les risques potentiels et les enjeux d'Odessa. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur François. On continuera. Benoît Paret, si vous avez d'autres sujets à traiter de manière à éclairer, c'est un petit peu comme les moments de l'histoire. Chez François, on aime bien vous amener ces autres points de vue. Vous avez, on le rappelle aussi, parlé du film de Paul Moreira qui a été décrié, mais qui est un film que vous considérez d'importance. Il y a aussi le film de Igor Lopotanok, Ukraine is on fire, qui est plus récent, et tous les autres films qu'il a fait. J'invite tout le monde à regarder ces films documentaires qui sont critiqués. Mais je rappelle une chose, c'est que le travail d'un réalisateur, c'est d'aller puiser les faits. Ils ont beau être critiqués, ils ne sont pas débanqués, c'est-à-dire que c'est difficile d'aller contre ces éléments. Et c'est ce que m'avait dit souvent Igor Lopotanok quand j'ai eu la chance de l'interviewer, c'est que le travail de recherche qui est nécessaire pour faire un film de cet acabit, c'est qu'il doit rester dans le temps et il doit s'avérer être correct et vérifier l'information. Donc c'est leur travail et c'est pour ça que c'est important de regarder ces films documentaires, bien plus parfois que la simple interprétation des journalistes sur les plateaux télé qui ont tendance à changer d'avis au gré du vent. En tout cas, les documentaires sont là pour raconter l'histoire. Merci Benoît Paret de raconter cette histoire sur François. Je considère qu'on est très privilégié d'avoir eu accès à quelqu'un comme vous qui a cette expérience de terrain. Merci à vous tous de nous suivre sur François. Comme j'ai déjà expliqué, si vous avez des questions à poser, des commentaires, des précisions que vous aimeriez avoir sur comment on fait une mission de l'OSCE, sur le terrain, qu'est-ce que ça engendre comme sacrifice pour quelqu'un d'être sur une ligne de front, eh bien, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que Benoît Paret se prêtera au jeu et à très bientôt sur François. Et très bonne journée. Et merci beaucoup encore une fois, Benoît Paret. Merci à vous.